En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Richard Malka et Philippe Val. Romancier, scénariste de romans graphiques, Richard Malka est aussi et surtout avocat, celui notamment de Mila et de Charlie Hebdo. Il y a quelques mois, il a publié chez Grasset sa plaidoirie lors du procès des attentats de janvier 2015. Une plaidoirie au titre provocateur et évocateur, le droit d'emmerder Dieu, qui peut aussi se lire comme un éloge passionné de la liberté d'expression. Passionné de la liberté d'expression, Philippe Val, qui fut directeur de la rédaction de Charlie Hebdo pendant 17 ans, l'est aussi. Le journaliste et écrivain publie un livre somme magistral, Dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, aux éditions de l'Observatoire. Alors que Jean-Luc Mélenchon a réussi une percée spectaculaire en flirtant toujours plus avec l'islamo-gauchisme et que le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, a décidé d'autoriser le burkini dans les piscines, nous nous demanderons avec eux si la laïcité est en danger. Le débat qui a eu lieu durant la présidentielle est-il passé complètement à côté de cet enjeu? Les insoumis sont-ils soumis aux islamistes 7 ans après la tragédie de Charlie Hebdo? Où en sommes-nous en matière de liberté d'expression? En France, a-t-on encore le droit d'emmerder Dieu et même Mahomet? Tout de suite, les réponses de Richard Malka et Philippe Val en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Richard Malka, Philippe Val, bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour, merci d'être avec nous sur Sud Radio. On commence avec vous, tiens, Philippe Val. Éric Piolle, le maire de Grenoble, a décidé d'autoriser le burkini dans les piscines de sa ville. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, vous savez, il y a quelque chose d'extrêmement crispant dans toute cette affaire. En plus, c'est la semaine où on apprend que la Cour suprême veut supprimer le droit à l'avortement pour les femmes américaines, c'est-à-dire en réalité symboliquement pour toutes les femmes du monde, parce que l'Amérique, c'est le pays d'un libéralisme. Ce libéralisme, dans ce qu'il a de plus noble, eh bien, il a accordé les droits civiques et le droit à l'avortement pour les femmes. C'est un droit constitutionnel, 4e amendement. Et dans la même semaine, le maire de Grenoble pense que les femmes musulmanes, mais qu'elles soient musulmanes ou pas, on s'en fout, des femmes doivent pouvoir se baigner tout habillées parce que ça donne des mauvaises pensées aux hommes. Non mais c'est agir sur le corps des femmes. C'est-à-dire que les politiques au XXIe siècle continuent à faire recette en agissant sur l'appropriation sur le corps des femmes, mais c'est insupportable. Je ne sais pas comment les femmes, je ne suis pas femme, mais comment vivent une chose pareille, mais c'est horrible quand on y pense. Bon alors, est-ce que la laïcité est en danger? Sans doute, à Grenoble, évidemment oui. Combien de jeunes femmes musulmanes qui voudraient se baigner en maillot de bain, parce qu'il ne faut pas penser que toutes les jeunes femmes musulmanes vivent en burqa, hein, bon, eh ben elles pourront pas, parce que la pression familiale, si c'est autorisé le burkini, la pression familiale va obliger ces jeunes femmes à porter un burkini pour aller à la piscine. Donc il y a quelque chose de vraiment insupportable, de révoltant. Et je pense que les gens comme Éric Piolle font un mal de chien aux gens en général et à la personne, aux femmes en particulier. C'est un mépris pour l'égalité homme-femme qui me sidère à l'extrême gauche, enfin, qui ont normalement, ils se sont battus pour les libertés. Ils sont censés s'être battus pour les libertés et maintenant ils se battent pour l'oppression. Voilà ce que c'est. Voilà ce que ça m'inspire. C'est quelque chose de voilà. Richard Malka, vous partagez cette révolte? Oui, en tout cas cette indignation. Alors, Éric Piolle a raison sur un point et tort sur tout le reste. Il a raison sur le fait que, effectivement, cette question du burkini, ça ne relève pas de la loi de 1905, ni stricto sensu juridiquement d'une problématique de laïcité. Il y avait eu des débats d'ailleurs dès 1905 entre Aristide Briand et certains qui voulaient aller encore plus loin et qui voulaient interdire les vêtements religieux. Et il avait été décidé que la République ne pouvait pas faire la police des vêtements et que par ailleurs c'était en réalité impossible parce qu'on en inventait toujours de nouveaux et que c'était pas comme ça qu'il fallait régler les choses. Ceci étant dit, et au-delà de cette question-là, évidemment pour le reste, il se fout
fout de nous. Quand il nous dit que c'est par féminisme, il dit que c'est un progrès social, que c'est un progrès social et féministe. Enfin, c'est devenu le parti de la vertu, en fait. C'était le parti de la licence. Bigoterie, de la bigoterie. C'est devenu le parti de il la vous bigoterie. répondra qu'il autorise les seins nus dans les piscines de Grenoble. Mais vous avez déjà vu dans ces piscines-là des femmes avec des seins nus, ça n'existe pas dans les piscines. C'est se foutre de la gueule du monde de dire ça. Simplement, alors effectivement, c'est compliqué juridiquement. Je ne sais pas d'ailleurs ce que vont faire les tribunaux administratifs et le Conseil d'État, mais je crois qu'il faut aussi répondre à ce genre de problématique parce qu'on nous emmène toujours dans une problématique et puis une autre, et puis en fait c'est un mouvement politique. Enfin, d'ailleurs, le burkini n'est pas dans le Coran. Il n'y a aucun fondement textuel. Donc c'est un entrisme politique, les Verts le savent très bien, et ils y vont. Alors moi je pense qu'il faut répondre avec peut-être un peu d'humour. Moi je me suis déclaré pastafarien dans le journal Libération il y a une petite dizaine d'années. Je crois, ma croyance c'est qu'il y a un Dieu en spaghetti volant, et ma religion m'oblige à me déplacer avec une passoire sur la tête. C'est une religion, je le précise. Vous êtes venu... Non mais n'ayez pas ce petit sourire, c'est très discriminatoire. Et cette religion est reconnue dans plusieurs pays, dont l'Australie. Il y a eu des procès et on a le droit de figurer sur des cartes d'identité avec sa passoire sur la tête. Donc moi, j'incite les gens à aller dans les piscines de Grenoble avec des passoires en latex sur la tête ou habillés comme ils le veulent, parce qu'à partir du moment où on aura accepter un burkini, alors là, il y aurait discrimination si on n'acceptait pas les tenues les plus fantaisistes qui soient, et en particulier les passoires sur la tête. Donc j'incite les Grenoblois de toute obédience à aller se baigner dans les piscines grenobloises, grimées, peinturlurées, et avec, parce que c'est absurde. Il faut traiter ça par l'absurde, en fait. Je suis désolé, je vais me faire l'avocat d'Éric Piolle. Il en faut un. Ici, il vous répondra que vous êtes tous les deux des avocats de la liberté, en quelque sorte, et des avocats de la liberté d'expression, et que finalement, peut-être que dans les pays occidentaux, c'est la liberté des femmes de se couvrir ou de se découvrir. Enfin, c'est ce qui vous dirait. Il y a un souci. Déjà, il y a une contradiction. Vous avez essayé d'aller dans une piscine avec un short de bain. Vous faites virer. Direct. Le short de bain, c'est viré direct. Il reste interdit d'ailleurs à Grenoble, le short de bain. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bactéries, possiblement dans un short long. Et alors donc, il y a aussi forcément encore plus de bactéries dans le burkini, qui est 5 fois plus de tissu dans l'eau. Mais pour Éric Piolle, ce sont des bactéries féminines, donc plus faibles, plus gentilles, plus jolies, plus fragiles que les bactéries masculines. Donc on utilise le burkini. Et ben non mais où on va ? Non mais où on va ? Non mais et par ailleurs, la liberté, ça se pense dans un collectif, parce que c'est toujours ce qu'on nous dit. C'est ma liberté. Mais à chaque fois que vous vous arrêtez à un feu rouge, Alexandre, vous renoncez à une liberté. Il n'y a pas de liberté absolue. Ça n'existe pas. Sinon, il ne faut pas vivre en société. Alors, il faut concevoir cette liberté au regard de son message politique. Sinon, donc le discours consistant à dire c'est la liberté de chacun. Ouais, moi ma liberté c'est d'y aller tout nu. Et pourquoi on ne permet pas ? Donc c'est un argument idiot. Cet argument. Le problème c'est que autant aux États-Unis la Cour suprême agit de cette façon pour apporter des voix au courant trumpiste du parti républicain, autant à Grenoble c'est la même raison. Ils ont voter l'histoire du burkini pour apporter les voix musulmanes à Mélenchon aux élections législatives. C'est du clientélisme maquillé avec des sujets de société graves. C'est exactement. C'est du clientélisme électoral maquillé en progrès social ou en libéral. C'est se foutre du monde. Cela dit, ça rejoint la question de la laïcité qui fait débat en France. On en parle depuis longtemps. Est-ce que Richard Malka l'a rappelé, finalement, ça n'a rien à voir avec la laïcité, de même que l'interdiction de la burqa n'était pas une loi liée à la laïcité. Est-ce qu'on en attend trop de cette laïcité comment on fait pour la dépasser ? Non, on n'en attend pas trop. Vous posiez la question en introduction. Oui, ça, je pense que personne ne conteste le fait que la laïcité va mal, est contestée, est agressée, est caricaturée et recule. Mais c'est beaucoup plus large que la laïcité. En fait, c'est la pensée universaliste.
tout entière. Ce sont les Lumières. C'est cette philosophie-là qui est en crise et qui est attaquée, et malheureusement, faut bien le dire, par une partie de la gauche, par la gauche radicale, par cette gauche d'Olivier Faust. Ce qui est attaqué, c'est la libéralisation des rapports entre les hommes et les femmes aussi. Donc c'est un puritanisme pour parquer les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, comme on a connu dans nos sociétés il y a longtemps. Mais veut-on revenir à ça? C'est ça. Philippe Val, Richard Malka, merci d'être avec nous sur Sud Radio. On parle, je rappelle vos deux livres, Le droit d'emmerder Dieu chez Grasset et Dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu pour Philippe Val. On va en parler, mais on parle aussi d'actualité. Les insoumis sont-ils soumis aux islamistes? Les réponses de Philippe Val et Richard Malka en toute vérité après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Philippe Val et Richard Malka, l'ancien directeur de Charlie Hebdo et l'avocat de Charlie Hebdo, qui sortent deux livres importants. Le droit d'emmerder Dieu pour Richard Malka, c'est sa plaidoirie dans le procès Charlie Hebdo, et Dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu pour Philippe Val. Mais on parle aussi un peu d'actualité. Ce matin, avant la pause, on parlait du burkini, qui renvoie aussi à la question du voile, une question qui divise la société française depuis l'affaire de Creil en 89. On continue à dire finalement que ce voile est soit un symbole religieux inoffensif, soit un accessoire de mode quasiment, ou un bout de tissu. Richard Malka, vous rappeliez que le burkini n'est pas dans le Coran. Et qu'est-ce qu'est le voile pour vous? Est-ce que c'est simplement un bout de tissu, un symbole religieux, ou est-ce que c'est autre chose? Alors, dans le Coran, il n'y a pas le burkini, mais il n'y a même pas le voile. Ah oui. En tout cas, il y a des discussions sans fin pour savoir si on parle de voile ou pas dans le Coran. Mais il n'y a absolument rien de très clair sur cette question-là. C'est en réalité un symbole politique. C'est un symbole de combat. C'est un symbole de rejet d'une forme de société, de certains rapports entre les hommes et les femmes. C'est un symbole d'aspiration à la vertu et au séparatisme entre les sexes, entre les genres. Voilà. Alors présenter ça comme un progrès, surtout par la gauche radicale, ça laisse pantois. Oui, Philippe Val. Oui, si vous voulez, le grand ennemi des femmes, ça a été la nature. L'idée que les hommes se font de la nature, c'est mettre les femmes dans un rôle dont ils pensent que la nature le commande, c'est-à-dire être enceinte et puis ensuite élever les enfants dans la maison. Tandis que l'homme va dehors chasser et faire il va au bistrot. Bon. Et finalement, c'est l'émancipation humaine et l'émancipation de la moitié féminine de l'humanité, quand même, elle est passée par le rejet des lois naturelles. Parce que rien ne dit que ces lois naturelles n'existent. Elles n'existent pas, les lois naturelles. C'est de l'imagination humaine. Bon. Et là, tout d'un coup, on revient aux lois naturelles. La femme doit être habillée d'une certaine façon, l'homme d'une autre. L'homme peut être en short, avec son bide qui dépasse du t-shirt et des babouches. Et la femme, elle doit être derrière son voile, etc. C'est le refus, en quelque sorte, d'une coquetterie, même si certains peuvent y voir, d'une frivolité, c'est le refus d'une légèreté de vivre, c'est le refus, etc. C'est cantonné dans un certain rôle, même s'il peut y avoir des voiles en broderie et puis des burkas taillés Dior, si vous voulez. Justement, on parle beaucoup aujourd'hui d'Éric Piolle, on va parler tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que le président lui-même n'a pas alimenté une certaine confusion entre les deux tours? Il croise une femme voilée et il dit on peut être féministe et voilée. Vous avez raison, c'était c'est politique, c'est parce que nous avons un passé colonial et nous portons encore très très lourdement le poids de notre histoire algérienne, et le président, pour se faire réélire, il peut pas ne pas parler aux descendants de cette immigration. Un symbole féministe.
Voilà, Il y a des millions de femmes musulmanes dans le monde qui se battent au péril de leur vie pour ne plus avoir à porter le voile. On oblige les Afghanes maintenant à nouveau à avoir la burqa. Il y a eu en Algérie des femmes défigurées à l'acide ou égorgées parce qu'elles refusaient de porter le voile. Et on nous explique que c'est neutre en France, et que c'est de la liberté, et que c'est un symbole féministe. Non mais, tout ça est écœurant. C'est des collabos, c'est horrible. C'était cette gauche qui pactise avec ses traditions, qui mettent la femme dans un rôle, et qui déguise, et qui approuve, et qui ne critique pas. Parce qu'après, c'est vrai qu'on peut... après tout, les gens font ce qu'ils veulent dans la rue, ils s'habillent comme ils veulent. Bon, mais qu'ils ne se permettent pas de critiquer cet affublement, c'est quand même faire preuve d'un mépris pour les femmes, d'ailleurs en général. Au moins, c'est oublier que une grande partie des luttes féministes sont parties de la gauche, même si la réforme centrale du féminisme en France a été portée par une femme qui n'était pas de gauche, par Simone Veil, mais néanmoins c'est une trahison, mais inacceptable, impardonnable, enfin. Ça veut dire qu'on a divorcé. Pourquoi des gens comme nous, enfin Richard ou moi, on vient plutôt d'une espèce de gauche, libérale certes, mais à gauche. Oui, une centre-gauche, vous voyez, des gens comme Rocard, ou je sais pas, bon. Eh ben, on est parti, on a été viré à cause de ça, à cause de ces questions-là, parce que penser que la moitié de l'humanité a un rôle naturel à jouer, moi j'estime que c'est carrément fasciste. D'abord, c'est con. C'est vraiment très con, c'est idiot, et c'est idéologique, et que ça soit la gauche qui soit emparée de ça, mais pour nous c'était incompréhensible. Si vous voulez, c'est la même chose que pour le traitement du Moyen-Orient. C'est pareil, on n'a pas compris pourquoi tout d'un coup, il y a toute une partie de la gauche qui s'était entichée de régimes complètement d'extrême droite, de régimes arabes qui ont tout Israël. Autoritaires, dictatoriaux, etc. On parlait du voile, on disait que ça recoupait pas simplement l'enjeu de la laïcité, que c'était un symbole politique, c'était un symbole de soumission de la femme. Et justement, je sais que vous êtes attachés tous les deux à la laïcité. Est-ce que le débat a été suffisamment posé pendant la présidentielle, et bien posé? Est-ce qu'on n'est pas passé à côté de cet enjeu? Malheureusement, je crains que si, mais comme beaucoup d'autres débats, il n'y a pas quand même parlé de grand-chose. Et puis la problématique de la guerre en Ukraine et du pouvoir d'achat est venue écraser à peu près tout le reste. Or, c'est une question évidemment essentielle, déterminante, existentielle de ce que sera ce pays dans quelques décennies. De cette question-là va dépendre notre unité ou pas, ou notre dislocation, et le caractère pacifique de ce pays. En tout cas, je le crois véritablement. Donc oui, c'est bien dommage. Et quand certains en parlent, c'est aussi parfois de manière totalement caricaturale et à des fins d'instrumentalisation. Vous pensez à qui? Je pense évidemment à Éric Zemmour. Donc on n'en sort pas. Entre ceux qui caricaturent, ceux qui ne veulent surtout pas en parler, nous on est entre les deux, on essaie d'avoir un discours de raison, mais c'est pas facile. Éric Zemmour, d'ailleurs, parle assez peu de laïcité. Il a l'air de dire que et peut-être c'est une vraie question aussi, que dans la question parce que ça part d'une question d'intégration aussi, est-ce que la laïcité suffit, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'identité? C'est ce qu'il dit. Pour faire aimer la France, est-ce que c'est pas trop abstrait, la laïcité, même si c'est important? La laïcité a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer parce que d'abord, précisément, la première chose qu'a apporté la laïcité à la société française, c'est qu'elle a rendu possible l'égalité homme-femme. Parce que c'était pour des raisons religieuses qu'elle n'était pas possible, cette égalité homme-femme. Donc les lois de 1905 ont été un énorme progrès pour les luttes féministes. Ce qui est important à comprendre, je pense, dans cette histoire, c'est que les islamistes, c'est une chose. Ils sont là, on voit, il y a des mosquées, il y a la loi sur le séparatisme qui a été votée récemment, qui n'est pas une loi du tout inutile, qui est, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, c'est une loi assez efficace, nécessaire, et voilà, il fallait le faire depuis bien longtemps, ça fait 20 ans qu'on aurait dû la faire, cette loi. Mais enfin on sait où ils sont, les islamistes. C'est marqué dessus, ça se voit, ils sont habillés comme ci, comme ça, nanana. Ce qui est
grave dans la société française, c'est la compatibilité avec ça. La compatibilité idéologique, politique, philosophique, c'est ça qui est... Vous voyez, c'est la même chose avec l'antisémitisme, si vous voulez. L'antisémitisme idéologique, il est très parqué dans une certaine extrême gauche, antisioniste, machin, etc., ou à l'extrême droite. Ça reste groupusculaire. C'est groupusculaire. Ce qui est grave, c'est la compatibilité avec l'antisémitisme. Et ben c'est pareil avec l'islamisme. Le fait qu'aujourd'hui la gauche se soit réduite à la voix de Mélenchon et aux copains de Mélenchon, et que cette gauche-là soit compatible, mais c'est dramatique et c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça se répand. La compatibilité, ça donne un terreau favorable à l'expansion des idées islamistes. Oui, tout à fait, mais ma question était aussi, parce qu'on parlait d'Éric Zemmour, effectivement, la loi de 1905, elle a été votée dans une société catholique. Les gens n'étaient pas tous pratiquants, voulaient s'en détacher, mais étaient culturellement catholiques. Là, on a affaire à l'offensive de l'islamisme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension culturelle qu'il faut prendre en compte ? Bien sûr. Pour y faire face. On prendre en compte, non, je pense qu'il faut traiter toutes les religions exactement de la même manière, c'est-à-dire les mettre à leur place, dans la sphère privée. Je vois pas très bien pourquoi... Ce serait ça le racisme. Ce serait de dire on traite l'islam différemment que le christianisme. Oui, mais aujourd'hui l'islam n'a pas le même... Vous voulez faire quoi ? Vous voulez tenir compte des spécificités culturelles d'intégristes ? Je vois pas comment on fait ça, mais c'est ce que cette gauche radicale dont parlait Philippe fait. En fait, il considère que le musulman, c'est à Abouaf. Eh ben moi, je considère que le musulman, c'est l'avocat, le journaliste, l'expert comptable. C'est les millions de gens qui ne sont pas tabouaf. Parce qu'ils sont effectivement dans une logique d'accommodement raisonnable. Mais ma question était par exemple sur l'affaire du Burkini. Vous l'avez dit tout à l'heure. On a bien été obligé, si on doit faire demain une loi, ce serait une loi spécifique pour le Burkini, puisque ce n'est pas ça rentre pas dans le cadre de la laïcité. Et c'est pour ça on est dans une offensive sociétale. Là, il ne faut pas tomber dans le piège. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de loi. Et Philippe a raison. Dans l'espace totalement privé, public plutôt qu'est la rue, il est hors de question de légiférer sur les habits. Mais le burkini dans la rue, pour la rue, pourrait être acceptable, mais dans l'eau, ça pose un problème d'hygiène que posent les shorts. Pourquoi tout d'un coup on fait une exception ? Moi je pense qu'il faut s'en tenir là. On ne met pas de grands tissus qui viennent de l'extérieur, qui trempent dans la flotte dans laquelle tout le monde se baigne. Pourquoi autoriser le burkini ? Que le burkini soit autorisé dans l'espace public, c'est très difficile, par exemple, sur une plage, de dire aux gens vous vous habillez comme ci ou comme ça. Impossible. Non. Mais dans une piscine dont l'eau doit être propre, etc., ça pose un vrai problème. Donc on s'en fout que ça soit religieux, on s'en fout, mais c'est non. C'est non, sinon... D'autant qu'en réalité, moi, ce n'est pas religieux. Je vais en jean. Je vais aller me baigner en jean. Philippe Val, Richard Malka, merci d'être avec nous sur Sud Radio. On continue après la pause. On parlera de vos livres respectifs. Le droit d'emmerder Dieu chez Grasset pour Richard Malka et Dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu pour Philippe Val aux éditions de l'Observatoire. 7 ans après Charlie Hebdo, où en sommes-nous en matière de liberté d'expression ? Les réponses de Richard Malka et Philippe Val après une courte pause en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Richard Malka et avec Philippe Val. Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, et Philippe Val, l'ancien directeur de Charlie Hebdo. On parlait de l'actualité notamment, du maire de Grenoble et du Burkini, mais je voulais aussi vous entendre sur les Insoumis. L'élection présidentielle a été marquée par une percée de Jean-Luc Mélenchon. Il se rêve désormais Premier ministre, Philippe Val. C'est une percée importante malgré tout en termes électoraux. Et Jean-Luc Mélenchon, justement, a une histoire particulière avec Charlie Hebdo. Je parle à l'ancien directeur de Charlie Hebdo. On se souvient qu'il avait fait un éloge de Charb au moment de son enterrement, qui était assez poignant. Et aujourd'hui, il traite quasiment Charlie Hebdo de journal d'extrême droite islamophobe. Comment vous expliquez cette évolution et qu'est-ce que vous lui répondez ? L'évolution est très simple. Mélenchon se prend pour une star du show business pratiquement. D'ailleurs, il en a le talent.
faut bien le dire. Et il a eu besoin du vote musulman, il a tablé là-dessus, donc évidemment Charlie Hebdo est devenu un journal islamophobe. Bon, voilà, c'est pour capter des voix musulmanes. C'est de la tambouille électorale. Moi, quand j'entends évidemment le discours, quand je repense au discours qu'il a fait, l'éloge funèbre de Charb, je suis, enfin bon, voilà, je trouve ça affreux, et on rougit de honte. Enfin, quand on sait d'où vient de Mélenchon, quand il était, d'abord il a commencé un peu trotskiste, mais carrément. Et je pense que ça c'est fondateur chez lui. C'est toujours pareil, hein, c'est la rue contre le suffrage universel. Enfin bon, tout ça. Ensuite, au Parti socialiste, bon, il était proche de Mitterrand. Je ne sais pas si Mitterrand était proche de lui, mais lui, il était proche de Mitterrand. Et il incarnait au Parti socialiste une laïcité pure et dure, un républicanisme très structuré, extrêmement construit, etc. Et puis tout d'un coup, tout ça est parti ailleurs. Il a changé de... Ce qui est quand même étrange, il a changé de public, en quelque sorte. Il a comme un artiste de music hall qui change de répertoire. Sauf que c'est un leader politique. Et si les gens sont si méfiants aujourd'hui avec la politique, ont tant de défiance avec le discours politique, je pense que les gens comme Mélenchon, ils sont pour beaucoup. Et si un jour nous vivons sous un mode qui n'est plus démocratique, et si nos libertés sont bousillés, je pense que les gens comme Mélenchon, ils seront pour beaucoup dans la décrédibilisation dont souffrent les politiques. Je rappelle qu'il y a quelques années encore, Jean-Luc Mélenchon considérait que le voile c'était un symbole moyenâgeux. Oui. Il disait que c'était une régression qui était combattue, y compris dans les pays musulmans. Donc, par les progressistes. Ça dit quelque chose de sa rectitude intellectuelle. Après, moi, ce qui me chagrine le plus, bon, Mélenchon, du côté des laïcs, on a mis une croix dessus. Ça, c'est un soldat perdu depuis longtemps. Mais ce qui me chagrine terriblement, c'est l'attitude de ce qui reste d'une partie du Parti socialiste qui s'est associé avec lui. C'est pour ça que je l'ai appelé sous forme de boutade Olivier Faust. Mais c'est une honte. C'est un tel reniement. Enfin, on a déjà dit tout ça. On peut plus se dire socialiste. C'est pas possible. En même temps, mais autant sur le terrain de la laïcité que sur le terrain européen, que sur le terrain de la politique étrangère, que sur le terrain économique. C'est pas la gauche. C'est pas la gauche, ça. Mais est-ce que c'est nouveau, Martine, je le disais, l'affaire du voile divise le Parti socialiste depuis Creil et 89, et Martine Aubry faisait les horaires séparés dans les piscines à Lille. Donc finalement, est-ce que ce ralliement à Jean-Luc Mélenchon, c'est pas une lente dérive? C'est une lente dérive. D'accord, c'est une lente dérive. Je pense aussi que la façon dont... Il y a plein de responsables là-dedans, à des degrés divers, mais la façon dont l'aile rocardienne, la gauche un peu libérale, etc., a été écrasée, dont ils sont torturés dans les menaces d'appareil, la façon dont Bertrand Delanoë a été évincé au congrès de Lille, tout ça, ça nous a amené à ça. Aujourd'hui. Et Martine Aubry, d'ailleurs, elle était très active dans toutes ces histoires-là. Et voilà, je pense qu'on a tort de se réjouir de la disparition du Parti socialiste, parce qu'il a disparu. Ne cachons pas les vrais. Alors ils vous rendrez compte, même ils étaient à Solferino. Maintenant, ils sont Évry, mais bientôt ils vont être dans le studio d'un copain étudiant. Ils vont se réunir. Alors, Richard Malka, pour répondre un peu à Jean-Luc Mélenchon, voilà, vous êtes l'avocat de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, il accuse Charlie Hebdo d'être islamophobe. Vous avez fait une plaidoirie au procès des attentats de janvier 2015, que vous publiez, Le droit d'emmerder Dieu. Alors, est-ce que c'était une plaidoirie islamophobe ? Non, c'était une plaidoirie pour la liberté, mais islamophobe. Enfin, vous employez ce terme-là. Nous, on le récuse. Je l'emploie parce que Mélenchon l'emploie, mais justement, c'est intéressant de nous entendre là-dessus. Oui, mais justement, c'est intéressant parce que c'est quand même le début du hiatus, du malentendu.
Je rappelle d'ailleurs que Henri Pénard-Ruiz a eu beaucoup de problèmes pour être allé à un meeting de Jean-Luc Mélenchon, alors que lui-même, c'est un grand philosophe très respectable et compagnon de route des communistes, et qui a contesté ce concept d'islamophobie. Donc, moi, je ne m'y fais pas. On a le droit d'être islamophobe, christianophobe, judéophobe. On a le droit d'être craintif, avoir peur des religions, d'être méfiant à l'égard des religions. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien apporté à l'histoire de l'humanité. Mais donc, si il a envie de nous considérer comme islamophobes, c'est son droit. Nous, on a le droit de considérer que le vrai raciste et le vrai fasciste, c'est lui aussi. Bon, voilà, c'est un débat intellectuel. Mais encore une fois, cette gauche radicale-là, en fait, elle a toujours existé. En fait, c'est elle qui tue la gauche. Depuis toujours. C'est elle qui se compromet. Depuis toujours. Il y a une longue histoire. C'est pas ceux qui sont dans la nuance et dans la complexité qui ne sont pas de gauche pour moi. Ce sont les radicaux qui finissent toujours. Parfois par aller à l'extrême droite, enfin bon, voilà, on pense tous à la dernière guerre mondiale. Donc, heureusement, il y a des gens au Parti Socialiste qui sauvent l'honneur et qui résistent à cette soumission-là, à ces compromissions-là, à ces alliances-là. Parce que, oui, il y a une lente dérive des partis de gauche, mais le peuple de gauche, lui, il est encore là, et il est complètement orphelin. Et moi, je le rencontre dans mes dédicaces par centaines. Et l'écho qu'a eu ce livre, c'est ça aussi. C'est un peuple de gauche qui n'a plus aucun représentant. Donc, heureusement, il y a une partie du Parti socialiste qui résiste. Et peut-être que c'est peut-être la seule bonne chose dans cette histoire. Peut-être que les choses vont enfin se clarifier. Oui, mais est-ce que c'est pas inquiétant tout de même, sous fond de basculement démographique, de jeunesse très attirée par les idées woke? Est-ce que finalement il a une chance de gagner un jour Mélenchon, ou les siens? Il représente quelque chose? Non. Mais non, je pense qu'il a. Non, je pense qu'il a aucune chance de gagner. Et d'ailleurs, il le sait. Il cultive sa capacité de nuisance. Regardez, alors l'histoire ne se répète pas, bon, d'accord, mais les caractères se répètent. On a beaucoup de gens comme ça dans les années 30, qui partent par l'extrême gauche, qui quittent la gauche par l'extrême gauche. Et je parle de la France, par exemple, et qu'on retrouve ensuite à Vichy les pires d'entre eux, comme Doriot et tout ça, parce qu'il y a un doriotisme dans cette extrême gauche qui est restée comme ça un peu dans les gènes. Et en Allemagne, ça a été encore bien plus spectaculaire, parce que tous les sociodémocrates ont été mis en danger en permanence par l'extrême gauche, les communistes, à l'époque c'était l'extrême gauche, et les nazis. Et ils se sont fait assassiner, ils ont disparu, ils sont partis dans le néant. Toute cette gauche crédible qui avait commencé à faire l'Allemagne, elle a disparu. Et voilà. Ils reproduisent les mêmes crimes en quelque sorte politiquement. Parce que c'est quand même lâcher toute une population, comme dit Richard, qui n'a plus de représentants. Et c'est très dangereux pour les démocraties représentatives. Si on tient à la démocratie représentative, ce qui se passe là est très grave. Et alors il y a des gens à gauche qui essayent de relever la tête et de dire attendez, on est là. Je pense à Carole Delga dans la région Aquitaine. Je pense à Michael Delafosse, le maire Occitanie. Occitanie. Enfin bon. Et le maire de Montpellier, des gens comme ça, ou des gens comme Cazeneuve et tout. Mais pour l'instant, ils n'ont plus de parti. Ils sont complètement isolés. Ils n'ont plus voilà. Justement, au-delà de la gauche, on est 7 ans après les attentats contre Charlie Hebdo et la vague d'attentats de 2015. Où en est-on en matière de liberté d'expression? Vous êtes sous protection policière. Est-ce que vous avez, Philippe Val, d'ailleurs vous aussi, Richard Malka, est-ce que vous avez l'impression qu'on a régressé? Est-ce que vous avez l'impression d'être abandonné aussi? Oui, abandonné non, parce que autrefois, dans les temps anciens, la censure venait d'en haut. Aujourd'hui, elle vient d'en bas. Et le pouvoir politique nous protège pour qu'on puisse avoir une grande liberté d'expression. Ce qui est quand même hallucinant qu'il faille être protégé en France au XXIe siècle pour jouir de la liberté d'expression. Quand
quand on utilise la liberté d'expression. Mais non, là, moi je pense que l'effet de la terreur, l'effet des attentats, mais la terreur qui règne aussi sur les réseaux sociaux. Les gens ont très peur des réseaux sociaux, parce qu'il y a un harcèlement, moi je m'en fous, j'y suis pas. Ils peuvent me traîner dans la merde, de toute façon je suis pas dans ce monde-là, donc... Mais c'est horrible ce qui s'y passe. C'est dangereux parce que c'est parfois performatif quand des gens se laissent aller à dire des choses extrêmement graves sur les réseaux sociaux sur quelqu'un. On peut se faire agresser dans la rue après. Bien sûr, on l'a vu. Bon. Justement, Richard Malka, pardon, je vous laisse terminer. Je veux juste dire que la liberté d'expression, elle souffre de cette terreur. La liberté des journalistes, des écrivains, des créateurs, des cinéastes, tout ce qu'on veut, des gens de théâtre. Ils sont très prudents. Ils montent pas ceci, ou ils font ça, ou ils choisissent tel casting, et puis le scénario, ils mettent peut-être ça et ça dedans pour pas être emmerdés. Donc c'est ça aussi la censure. Il y a une pression du wokisme, il y a une pression de tas de trucs, il y a une pression de l'islamisme qui fait qu'on ne dit pas certaines choses que certaines personnes aimeraient beaucoup dire. On peut pas dire que la liberté d'expression se porte bien, mais ce n'est pas du fait du pouvoir politique, c'est du fait de ce qui se passe à l'intérieur de la société. Philippe Val, Richard Malka, merci d'être avec nous sur Sud Radio. A-t-on encore le droit d'emmerder Dieu et même Mahomet en France? Faut-il emmerder Dieu pour être libre? Les réponses de Richard Malka et Philippe Val après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Philippe Val et Richard Malka. Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo, auteur de Dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu aux éditions de l'Observatoire. Et Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo et auteur du droit d'emmerder Dieu chez Grasset, qui est aussi sa plaidoirie pour défendre Charlie Hebdo lors du procès des attentats de janvier 2015. On parlait avant la pause justement, Richard Malka, de liberté d'expression. Philippe Val nous disait qu'elle se portait mal en France, vous en tant qu'avocat de Charlie Hebdo, mais aussi de Mila. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'affaire Mila, d'ailleurs, aurait pu exister il y a une dizaine d'années? Non, mais je suis d'accord avec Philippe. La liberté d'expression se porte extrêmement mal, et le symptôme de ça, c'est que on est passé du temps des attaques extérieure à l'encontre de la liberté d'expression à l'autocensure. Et donc quand on arrive à l'autocensure, c'est que ça va déjà très très mal. L'autocensure, c'est effectivement des créateurs qui se demandent s'ils vont pas se faire se canceller, censurer, s'ils écrivent avec tel mot ou s'ils sont de telle couleur et qu'ils écrivent sur des gens de telle couleur. C'est des journalistes qui ont peur parce que s'ils font des sujets sur telle problématique, ils peuvent être menacés sous protection judiciaire. Je parle, évidemment, je fais référence au reportage sur Roubaix. C'est des professeurs dans les écoles qui n'enseignent, qui ne transmettent plus librement parce qu'ils n'ont pas envie de finir en Samuel Paty. Et tout ça s'intègre. Et alors après, les jeunes générations de professeurs qui sont à l'école, effectivement, il se trouve des raisons morales pour refuser de transmettre, parce qu'il faut bien... et ça, c'est la réalité. Les pneus de la voiture. C'est la réalité de ce qui se passe, parce qu'on est aujourd'hui dans le moment de l'autocensure. Et là, ça veut dire qu'on est déjà loin dans la régression. Et la pauvre Mila, évidemment, c'est un propos de cours de récréation qui aurait dû rester entre 10 personnes. Aussi bien l'attaque dont elle fait l'objet, parce que je répète toujours qu'elle n'est que en réplique à cette attaque-là que sa réponse. Et aujourd'hui, on a une adolescente de 16 ans et demi qui n'a plus de vie, qui est déscolarisée, on est en France. Parce qu'elle a insulté Dieu. C'est fou. Il y a 30 ans, ça aurait été, ça se serait soldé par l'exclusion des coupables. Aujourd'hui, ça se solde par l'exclusion de la victime. Tout est là. Mais il y a quand même un vrai débat sur la liberté d'expression. Vous l'avez dit, un espèce de politiquement correct assommant, mais il y a toujours la question des limites de la liberté d'expression. Tout à l'heure, Richard Malka, vous nous disiez qu'il n'y avait pas de liberté totale. Comment on fait la différence entre, je dirais, la bonne liberté d'expression et la mauvaise? Les électeurs d'Éric Zemmour vous diraient, il a été censuré, condamné pour la justice. Les fans de Dieudonné vous diraient, pourquoi lui, il n'a pas le droit de parler?
et Charlie Hebdo peut faire des blagues. Mais oui, non, mais ça je l'entends, vous imaginez bien que je suis obligé de vous poser la question, Richard Malka. Non, mais c'est ça, c'est la loi en fait. La loi. Il y a évidemment des limites, parce que effectivement, aucune liberté n'est absolue. Donc vous n'avez pas le droit de diffamer, d'injurier, d'atteindre à la présomption d'innocence, d'atteindre à l'intimité de la vie privée, d'inciter à la haine et à la discrimination. Et j'en viens à ce dernier point, puisque là on est plus sur le domaine des opinions et sur ce à quoi vous faisiez référence. La limite, elle est posée par la loi, hein. C'est simple. Vous pouvez dire votre liberté est absolue quand il s'agit de critiquer, voire d'insulter des idéologies, des dogmes, des croyances. Si j'ai envie de dire ce que je veux du communisme ou du capitalisme, eh ben je peux dans les termes que je veux. Et c'est pareil de toutes les religions. Mais vous devez respecter les personnes. En d'autres termes, vous pouvez pas dire sale juif, sale arabe ou sale chrétien. Mais vous pouvez dire le judaïsme, l'islam ou le christianisme, c'est de la merde. Voilà, je suis désolé. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Moi, je suis légaliste. Hein. C'est la séparation comme... Et cette séparation, elle est extrêmement pertinente parce qu'en réalité, ce qu'il faut respecter, ce sont les personnes et pas les croyances. Et plus vous respectez les croyances, moins vous respectez les personnes. Absolument. C'est vrai, mais en même temps, j'allais dire, on est dans une société, vous l'avez rappelé tous les deux, de plus en plus morale, de plus en plus politiquement correcte. Et moi, j'ai quand même le sentiment, au-delà du cas de Dieudonné, effectivement, qui est extrême, mais que l'antiracisme, par exemple, a quand même été dévoyé, est un moyen aujourd'hui de censurer. Je pense par exemple à un cas très récent, on parlait tout à l'heure des Insoumis. On a beaucoup dit, à juste titre, que Taha Bouaf, qui devait être candidat pour les Insoumis, était un militant islamiste. Ce à quoi tout le parti des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon en tête, explique « vous êtes raciste ». Et on l'entend quand même beaucoup. Et on a des associations qui portent plainte face à des gens qui sont laïcs, universalistes, peu soupçonnables d'être racistes et qui mettent la pression quand même pour limiter la liberté d'expression. Donc est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans les lois antiracistes, tout simplement ? Les lois antiracistes ont été plutôt bien faites, je trouve. Et le problème, c'est pas les lois. La loi, d'ailleurs, il y a peu de condamnations et rarement lourdes. Et Éric Zemmour a été relaxé il y a quelques jours. Voilà. Donc, peu de condamnations, rarement lourdes, tribunaux prudents, parce que justement, le tribunal en France jusqu'à maintenant est avant tout protecteur de la liberté d'expression. Avant tout. Et donc, le risque n'est pas tellement là. Le risque, il est, une fois de plus, il n'est pas dans les cours, il n'est pas au tribunal. Le risque, il est dans la population. Et c'est là que la censure s'exerce, par la terreur ou par le mouvement de masse sur Internet, machin. Bon. Mais je pense qu'aujourd'hui, par exemple, le néo-féminisme, son objet, ça n'est pas les femmes. Son objet, c'est une idéologie. Bon. Et le néo-antiracisme, son objet, n'est pas le racisme. Pas du tout. C'est un mouvement politique, une fois de plus, de contestation de la démocratie représentative, du monde moderne, tel qu'il est. Et voilà. Je pense que c'est ça, la différence entre... ce qui a conduit le législateur dans les années 70 à voter certaines lois, à produire certaines lois, n'a rien à voir aujourd'hui avec le néo-féminisme et le néo-antiracisme, qui sont des masques d'une idéologie qui n'a... Ils n'ont rien à foutre des femmes. Il nous reste 5 minutes, donc je voudrais qu'on avance, notamment sur vos livres respectifs. Dans le combat pour la liberté de l'expression, il y a le combat pour le droit au blasphème. Vous avez intitulé, Richard Malka, votre livre « Le droit d'emmerder Dieu ». Certes, personne ne conteste le droit de critiquer les religions, même de dire que l'islam, le christianisme, le judaïsme, comme vous l'avez dit, c'est de la merde. Mais est-ce que des fois, vous vous dites, est-ce que c'est la bonne approche ? Est-ce que insulter la religion des croyances, c'est le meilleur moyen de faire avancer votre cause ? Mais pas toujours. Je ne dis pas qu'il faut le faire. D'ailleurs, j'essaie de ne pas le faire, mais on doit avoir le droit de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas une obligation de respect. Pourquoi j'ai voulu ce titre ? Parce que dans l'affaire Mila, effectivement, tous les jeunes qui étaient poursuivis, qu'ils soient d'origine musulmane, catholique, qu'ils soient athées, qu'ils viennent de n'importe quelle partie de la France, qu'ils aient tous les parcours, ils avaient tous le même discours.
Ah mais monsieur, si j'ai voulu la découper en morceaux et la violer dans une cave et lui faire une Samuel Paty, c'est parce que elle n'a pas respecté la religion. Donc comme elle n'a pas respecté la religion, elle est raciste, et puisqu'elle est raciste, eh ben, ça donne le droit de... Donc là, il y a une confusion absolue. C'est cette idéologie du respect, du faut pas offenser. Voilà ce que ça donne. Ça donne de la violence, ça donne de l'intolérance. C'est à ça que cela mène. Donc j'ai voulu dire non, il n'y a pas d'obligation au respect. Vous avez un droit merveilleux, un droit précieux à l'irrespect. Nous sommes les enfants de la Révolution française. C'est à ça que Jean-Luc Mélenchon renonce. En réalité. Philippe Val, vous avez été directeur de Charlie Hebdo. Est-ce qu'à certains moments, vous vous êtes dit, là, on va trop loin, c'est peut-être pas la bonne approche, c'est peut-être pas drôle, tout simplement. Ou est-ce que vous fixez la limite et est-ce que vous en fixez une? Ah oui. Oui, ça m'est arrivé souvent de dire « Ah non, on fait pas ça, non. » Non, mais c'est toujours à propos de personne. C'est la façon dont on traite le corps de l'autre. Voilà. Et puis on peut vraiment aller très loin dans la transgression. Vraiment, j'adore ça. Enfin bon, voilà. Sacha Baron Cohen, Ricky Gervais, tout ça, c'est mes idoles. Mais en revanche, humilier une personne physique de façon insultante, non, j'ai jamais voulu ça. C'est quelque chose qui me déplaît. Alors après, ils étaient parfois en colère contre moi, certains d'entre eux, parce que je les faisais. Ils disaient mais de quel droit? Je dis le droit c'est que je suis le patron. Puis, du style. Mais c'est aussi une question je sais pas comment dire, mais c'est aussi une question de style. C'est pas qu'une question de morale. C'est une question de choix des armes, comme dit Richard. On n'a pas l'obligation de traîner telle et telle chose dans la merde. Mais par contre, il faut avoir le droit. Mais après, moi je pense qu'un journal ou une radio, c'est comme un service public. Ça doit pas... J'ai toujours pensé ça comme un service public. Alors la une peut être choquante, mais quand même elle est dans la rue. Donc, après l'intérieur du journal, c'est autre chose. C'est encore un autre... Parce qu'il y a une intimité avec les lecteurs. Alors là, ils savent ce qu'ils achètent, ils savent ce qu'ils vont trouver, ils savent que par moments ils vont être un peu horrifiés. Mais enfin, c'est eux qui font la démarche. Votre livre s'appelle le dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. Est-ce qu'un monde sans Dieu, finalement, serait plus souhaitable et plus vivable? Et est-ce que vous êtes seulement anticlérical ou est-ce que vous êtes devenu anti-religieux, Philippe? Je ne suis pas contre les rituels tellement. Contrairement à... Par exemple, Voltaire, il s'est pris beaucoup, parce que c'était l'idée de mon dictionnaire est partie du dictionnaire philosophique portatif de Voltaire. Sauf que lui, il réintroduit la divinité et il condamne le rituel. Moi, je suis pas trop contre les rituels. J'en ai moi-même en tant qu'écrivain qui sont irrationnels, le stylo, je sais pas quoi, mon bureau avec ceci, cela. Enfin bon, moi, tous les écrivains sont fous. Un peu de rituels, de superstitions, de superstitions qui n'ont pas de fondement vraiment raisonnable. Donc on est tous des petites croyances plus ou moins. Donc je condamne pas ça. Mais en revanche, je crois que les philosophes qui ont imaginé le monde sans Dieu, ils disent pas que Dieu n'existe pas ou qu'il existe. Ils imaginent que le monde est sans Dieu, c'est-à-dire que le monde n'a pas de sens ni de but. L'univers n'a pas de but. Ceux-là, on leur doit toutes nos libertés. On doit nos libertés à Épicure, à Hobbes, à Machiavel, à Montaigne, à Molière, à La Fontaine, à Shakespeare, tous ces gens qui ont Pascal même bizarrement, ils ont pensé le monde sans Dieu. Darwin, Freud, et on leur doit nos principales libertés démocratiques. Ils ont inventé nos libertés démocratiques et le respect, parce que au fond, dans un monde sans Dieu, qu'est-ce qui compte? Réussir sa vie, connaître, être capable de connaître de la joie de vivre, alimenté par la curiosité, l'enthousiasme, à l'intérieur de ce moment où on est vivant entre la naissance et la mort. Parce que accomplir ça, c'est accomplir le grand tout, finalement, puisqu'on ne sait rien de l'avant et rien de l'après. Ce sera le mot de la fin. Philippe Val, merci. Richard Merlka, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. En toute vérité, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.